Vous êtes toujours sur Via Mirabel. Sortir du nucléaire, quand et comment? Emmanuel Macron a annoncé en novembre dernier la fermeture de 14 réacteurs nucléaires d'ici 2035, dont 4 à 6 d'ici 2030. Quant à la centrale de Fessenheim, elle devrait fermer d'ici à l'été 2020. Et nous allons justement parler de cette centrale, ou plutôt du livre qui lui est consacré. Olivier Larizza, co-auteur de Fessenheim et le dogme du nucléaire aux éditions Andersen, est avec nous. Olivier Larizza, bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, vous êtes également enseignant-chercheur en sciences humaines à l'Université de Toulon, mais vous êtes originaire de Thionville. Vous avez donc grandi aux abords de la centrale de Cattenom. Est-ce que c'est ça qui vous a donné envie d'écrire ce livre? Plutôt que de parler de mon enfance, je souhaiterais revenir sur un sujet brûlant de l'actualité, puisque lundi soir, en allumant notre télévision, lundi 15 avril, on s'attendait précisément à une allocution présidentielle. Vous parliez de Macron à l'instant. Et on tombe sur l'impensable, sur l'inimaginable, Notre-Dame de Paris dévorée par les flammes. Et ça nous ébranle, ça nous émeut d'emblée, parce que ça renvoie à notre propre vulnérabilité. Et puis au passage, quel symbole terrible, comme si la nation elle-même s'embrasait et se délitait sous nos yeux à la manière d'un château de cartes en feu. Et je ne voudrais pas qu'un jour, en allumant cette même télévision, on assiste à un spectacle similaire, mais avec l'une de nos cathédrales atomiques. Et la France en compte 19. Et plus que, je dirais, les influences de mon enfance, c'est cette raison-là, c'est l'une des raisons en tout cas, qui m'ont conduit à accepter de faire ce livre et qui me pousse à être devant vous ce soir. À votre avis, c'est la peur d'un accident nucléaire, comme ça a pu se produire à Tchernobyl, comme ça s'est produit à Fukushima? C'est ça qui conduit aujourd'hui les gens à être anti-nucléaire, à vouloir en sortir? Actuellement, le flou règne dans l'esprit du citoyen, et notamment du citoyen français. C'est 50-50 à peu près. Et il règne parce que vous avez une doxa, c'est-à-dire l'ensemble des idées reçues, qui circulent abondamment dans les masses médias. Et vous avez aussi une propagande officielle, souvent ça se rejoint, véhiculée par les politiques, et en particulier les politiques au pouvoir. Mais vous savez, il n'y a pas besoin de se projeter aussi loin, enfin de rappeler les deux katas, Tchernobyl et Fukushima, pour s'apercevoir qu'en France déjà, la situation est critique. Une enquête du journal L'Énergie de mars 2016 révélait que les dispositifs électrogènes de secours dans les centrales nucléaires françaises étaient tous dans un état de délabrement. Et puis je pourrais citer des exemples encore plus, je dirais, concrets. Des fuites de tritium à répétition dans la centrale du Bugey, dans l'Ain, pas très loin de Lyon, raison pour laquelle d'ailleurs les Suisses, par le biais du canton de Genève, ont porté plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui, à cause précisément de cette centrale très problématique. Nous sommes ici, je termine juste là-dessus, en Moselle. Eh bien, sachons que les Luxembourgeois, depuis plusieurs années, nous exhortent la France à fermer Cattenom sans tergiverser. Alors justement, votre livre se profile un petit peu comme une enquête, finalement. C'est une enquête, oui. Dès l'introduction, vous prévenez le lecteur qu'il risque de devenir nucléophobe une fois sa lecture terminée. C'est pas un risque, c'est plutôt un salut, à mon avis. C'est un objectif pour vous ? Non, c'est plutôt un salut. En tout cas, moi, je ne suis pas un militant anti-nucléaire. Je ne suis ni un militant, ni un anti-nucléaire. Je suis un chercheur devenu nucléosceptique à la suite de cette enquête, et non pas, si vous voulez, ce n'est pas un livre sur des a priori ou sur des préjugés, c'est un livre sur des, si vous me permettez le néologisme, des post-jugés. Alors, vous parlez de militants, il y en a beaucoup en France, et notamment un exemple très près de chez nous, à Bure, où il est prévu que les déchets nucléaires soient enterrés. Est-ce que justement cette gestion des déchets, elle est problématique? Est-ce qu'il pourrait y avoir des solutions? Vous en proposez quelques-unes, il me semble, dans votre livre. Actuellement, il n'y a aucune solution et c'est un problème sans nom. Je profite de votre plateforme médiatique pour informer aussi le téléspectateur que déjà ça lui coûte un argent fou. Pour financer le projet de Bure, il a fallu ponctionner 40 milliards de financement public, c'est-à-dire d'argent du contribuable. La facture a explosé. J'indique au passage que le gouvernement de Madame Royal avait, entre guillemets, fait refaire les calculs, pour ne pas dire trafiquer les calculs, de façon à faire apparaître la facture moins exorbitante aux yeux du public. Donc il y a un problème déjà financier colossal, c'est pas le seul. J'ai calculé, je donne le détail dans le livre, que le nucléaire français, sur les 20 années qui
qui arrive nous coûtera en moyenne 20 milliards par an. Et puis, bien entendu, les problèmes environnementaux, sanitaires, la question des déchets n'est pas résolue. On n'a aucune solution, soit techniquement réalisable, soit économiquement tenable pour l'instant. À Bure, il s'agit d'enfuir dans des galeries à 500 mètres sous terre des poisons mortels pour les siècles des siècles, parce que c'est de ça qu'on parle. Le terme de déchet est un euphémisme inventé par l'industrie nucléaire pour voiler la face du citoyen. Sachez par exemple que si on prend par exemple le plutonium qui résulte de l'industrie, qui résulte du fonctionnement d'une centrale, il reste nocif pendant des milliers d'années, pendant 24 000 ans. Et si vous prenez un élément comme le thorium-232, pardon d'être un peu technique, lui reste mortel pour l'homme pendant 14 milliards d'années. Autre cause de l'environnement. J'ajoute peut-être simplement par rapport à Bure, l'un des problèmes, mais ce n'est pas le seul, c'est que ça occasionnerait des départs de feu non maîtrisables. D'enfuir des déchets à 500 mètres sous terre. Ça prive la région d'exploiter le potentiel géothermique. Et donc, si vous voulez, c'est l'économie entière d'une région qu'on entrave d'emblée. Donc on comprend bien que d'après votre enquête, en tout cas, ce serait potentiellement dangereux et mortel pour l'humanité, pour la planète pendant encore de très nombreuses années. Autre argument qui est souvent mis en avant par les pro-nucléaires au niveau de l'environnement, c'est que le nucléaire est propre, ne rejette que très peu de CO2. Et ce sera ma dernière question. Vous évoquez le cas de l'Allemagne qui, en sortant du nucléaire, a rallumé les usines à charbon, ce qui rejette beaucoup de CO2, mais selon vous, c'est à minimiser. Il ne faut pas finalement opposer nucléaire et charbon? Non, ce n'est pas à minimiser. L'argument du charbon n'existe pas. C'est un argument fallacieux. Je le démontre dans le livre. Il y a une décorrélation totale en Allemagne entre le taux de nucléarisation du pays et le taux de, entre guillemets, charbonisation du pays. Quand il y avait beaucoup de charbon, il y avait beaucoup de nucléaire. Les deux ne sont pas liés. Lorsque Mme Merkel a décidé en mai 2011 de fermer, d'interrompre le nucléaire allemand, elle a fermé dans l'année la moitié des centrales pratiquement. Et l'Allemagne a rallumé quelques centrales. On constate que les émissions se sont stabilisées pendant 2 ans. Et elles poursuivent une baisse continue depuis 1990. L'Allemagne a fermé 34 centrales à charbon entre 2011 et 2015. Et au final, ce n'est pas le charbon qui a pris le relais de l'atome, ce sont les énergies renouvelables, en particulier l'éolien, qui aujourd'hui représentent 40% du mix électrique allemand. Eh bien, ce sera le mot de la fin. En tout cas, tous ceux qui se posent des questions sur le nucléaire trouveront peut-être des éléments de réponse dans votre ouvrage Fessenheim ou le dogme du nucléaire français aux éditions Andersen. Merci beaucoup, Olivier Larizza, d'être venu nous présenter votre livre. Et restez avec nous puisque tout de suite, l'information continue sur Via Mirabel.